Radio Kapi, grand témoin. Bonjour, je suis Alain Hérong Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Michel Losembe, consultant pour les institutions bancaires et financières, fort de près de 30 ans d'expérience bancaire à travers l'Afrique. Michel est un dirigeant chevronné du secteur. Au cours de sa carrière, il a travaillé de manière approfondie sur les questions de réglementation financière, d'élaboration de politiques économiques et financières, ainsi que sur la gestion et les opérations des institutions financières. Michel Losembe a aussi présidé l'Association congolaise des banques pendant près d'une décennie. Auditrices, auditeurs et internautes de Radio Kapi, merci de nous recevoir chez vous. Michel Losembe, bonjour. Oui, bonjour Alain, et merci de me recevoir chez vous. Je vous en prie, comment allez-vous? Je vais très bien, je me porte bien. Ah, vous sentez la forme, hein? Oui, Dieu fait grâce, comme disent les Quinois. Merci beaucoup. Vous êtes titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Institut catholique de hautes études commerciales à Bruxelles, en Belgique. Mais où avez-vous vu le jour et en quelle année? Oh, je suis né, je ne veux pas dire l'année parce que vos auditeurs vont calculer mon grand âge, mais je suis né au Congo. Okay. Je suis né, mon père était ambassadeur du Congo aux États-Unis, et je suis né aux États-Unis, mais juridiquement en territoire congolais. L'ambassadeur Losembe. L'ambassadeur Losembe, il s'appelait Cardozo à l'époque, et puis il a changé de nom à la faveur du changement du pays plus tard. Alors, et vos études primaires, secondaires, comme on le dit ici, c'est où que vous les faites? Comme mon père était diplomate, il nous a traînés comme des valises un peu partout. Un peu partout dans le monde. Voilà, exactement. Il a été diplomate dans plusieurs pays, en Amérique, je viens de le mentionner, mais en Europe, en Grande-Bretagne, au Maroc. Il a eu une carrière diplomatique assez intense, et nous sommes revenus au Congo, j'avais pas loin d'une dizaine d'années. Et les différentes écoles fréquentées, c'est lesquelles? Bon, mes parents avaient choisi les lycées français parce que, d'abord, la langue française, et deux, la France a un programme assez puissant où les programmes pratiqués par toutes les écoles, les lycées français à travers le monde sont tout à fait équivalents. Donc il n'y a pas de différence, pas de rupture dans la continuation du programme. Donc c'était le choix de mes parents à l'époque. Et aux humanités, comme on le dit ici, c'est quelle option que vous faites? Économie. Économie. Oui, économie. Les humanités, par contre, je les ai fait ici à Kinshasa, donc au cours des cartes, donc la même logique des lycées français. Et à un moment donné, le régime de l'époque du président Mobutu avait décidé que tous les Zaïrois devaient suivre le cursus scolaire dans des écoles zaïroises. Donc nous avons été au Mont-Amba jusqu'à la fin de nos humanités avant de retourner en Europe pour l'université. Mais qu'est-ce qui, dans votre formation ou vos premières expériences, vous a prédestiné à cette haute carrière dans la haute finance? Il n'y avait aucune prédestination. J'ai commencé dans les affaires familiales. Okay. Et les affaires familiales, au moment où je termine mes études, donc j'ai fait des études commerciales. Donc l'idée était de reprendre ou d'accompagner mon père dans la gestion de la PME familiale. Et là, c'était dans quel domaine avec le papa? Dans le café. C'était de la province orientale. Nous sommes originaires de Kisangani, ou pas loin de Kisangani. Et mon père avait investi dans des plantations de café là-bas. Donc nous y travaillions ensemble jusqu'à ce qu'il y ait la grande crise des périodes des pillages et tout ça, où je me suis rabattu sur le secteur financier, et de là, j'ai développé ma carrière. Parce que j'ai très rapidement compris que dans les banques, il ne s'agit pas que d'argent, que dans les banques, on parle d'économie, et on parle de crédibilité, on parle de la crédibilité, bien entendu, des banques elles-mêmes, la crédibilité des entreprises avec lesquelles nous travaillons, et la crédibilité des nations. Donc les finances sont en fait un langage universel qui amène au développement et à la croissance, assise sur cette crédibilité qu'on peut développer à travers le système financier. Alors, lorsqu'on a eu un parcours scolaire dans plusieurs pays, ça fait beaucoup d'amis à travers le monde. Est-ce que vous avez des noms de certains amis qui vous restent encore dans la tête? Non, j'étais vraiment très jeune quand je suivais mon père dans ses pérégrinations diplomatiques. Donc non, nous n'avons pas retenu particulièrement, je n'ai pas retenu particulièrement de nom de personnalité à ce niveau-là. Disons que c'est beaucoup plus tard, dans
dans le monde universitaire ou dans la partie de ma carrière où j'ai pu me déployer à l'international, que j'ai commencé à rencontrer des personnalités et des hommes d'affaires marquants, des personnalités importantes dans les secteurs que j'évoluais, des hommes politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont beaucoup d'influence sur l'évolution de l'économie en général. Mais au niveau de l'université, par exemple, quels sont les noms d'amis que vous avez encore? Bon, à l'international, bon, je ne peux pas vous en citer comme cela à brut pour point, mais ici au Congo, nous avons beaucoup de personnalités en politique, dans la vie économique, dans les entreprises, qui ont à un moment donné partagé les bancs de classe avec nous. Oui. C'est lesquels, par exemple? J'en citerai un, parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, par exemple, était avec moi à l'université en Belgique. Je parlerai dans les affaires de M. Nzolantima. Donc, non, il y a du monde avec lesquels nous avons frayé le cycle de formation. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes d'enfance que vous pouvez raconter librement aujourd'hui? Une ou deux? Bon, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme anecdote qui soit... Non, pas particulièrement. Mon enfance a été une enfance tranquille où je suivis mon cursus avec beaucoup d'amour familial. Pas de bêtises? Non, pas de bêtises. Aussi, si tant est que j'en ai fait, je me garderais bien de les développer devant vos auditeurs aujourd'hui, parce que la crédibilité à laquelle je tiens risquerait d'en être écornée d'une certaine manière. Alors, vous rejoignez Citibank en 1988. Citibank, c'est toute une école pour vous. Et vous avez passé de nombreuses années au sein de cette banque à travers le monde. Comment vous y arrivez? Écoutez, j'ai passé 25 ans de ma vie à Citibank et j'ai pu travailler dans 9 pays pour cette multinationale, cette multinationale bancaire. J'y arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière un peu opportune. Quand les affaires familiales fonctionnaient un peu moins bien et que je demande à mon père, écoutez, je suis à une période charnière, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que l'entreprise, on doit la mettre un peu, elle ne peut pas supporter autant de personnel. Et c'est lui qui m'orientera. Il me dira, écoutez, il faut aller là où le croisement de différents types d'affaires, les différents types d'entreprises se rencontrent, et c'est le milieu bancaire. Dans la banque, vous rencontrez tout le monde. Vous êtes au courant de tous les types d'activités qui se passent dans l'environnement, dans l'écosystème dans lequel cette banque opère. Et donc j'y vais de manière tout à fait stratégique. Je rentre dans la banque en me disant que j'y vais pour apprendre, pour connaître mieux mon environnement économique et les acteurs qui y évoluent. Et voilà comment est-ce que j'arrive à la Citibank. Et là, je rencontre bien entendu une très grande institution pour lesquelles les principes sont basés sur la force des institutions, la force des procédures, la qualité de la gouvernance. Personne n'est au-dessus des procédures, personne n'est au-dessus des institutions de cette banque, et qui fait que cette banque existe depuis plus de 200 ans et a évolué dans plus d'une centaine de pays parce qu'elle pouvait s'appuyer sur cette ossature de la gouvernance et de la force et la crédibilité de ces institutions. Donc ça m'a tout de suite fortement séduit, et j'y ai déployé ma carrière. Je me suis investi corps et âme dans ce travail. Et voilà comment est-ce que j'ai pu y passer autant de temps et que j'ai pu y évoluer à plusieurs niveaux. Alors, en termes de réforme ou d'innovation, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage pendant ces 25 ans à Citibank? Je ne parlerai pas de la Citibank internationale, parce que bon, on y est, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des maillons d'une grande chaîne, et que c'est la chaîne qui fonctionne. Une méga structure qui fonctionne sur le mérite de ces institutions et des personnes qui l'animent. Mais je dirais plutôt sur l'action de la Citibank en RDC, où j'ai fait une grande partie de ma carrière, était à la Citibank ici. Et là, c'est en 2002 que vous arrivez ici à la Citibank. Comme directeur général, mais j'y avais déjà commencé avant. J'y ai commencé, quand je vous ai dit, quand j'ai quitté les affaires familiales, je suis rentré comme au plus bas de l'échelle. Je suis rentré comme cambiste à la Citibank.
Et à l'époque, il n'y avait pas la dollarisation que nous avons aujourd'hui. Donc le pays était complètement en monnaie locale. C'était le Zaïre Money qui était utilisé à l'époque. Et la Citibank était une des banques qui était au carrefour des activités d'import-export. Donc des opérations de trésorerie, que ce soit les opérations de change, donc l'achat-vente bien sûr, sur la partie trading, mais sur la partie aussi la gestion des positions de change, la gestion des avoirs en monnaie extérieure de la banque, la gestion des liquidités en monnaie locale. Donc c'était vraiment un travail passionnant. Je commence sur le plus bas de l'échelle et de là, j'ai gravi jusqu'à devenir trésorier régional basé à Abidjan, couvrir toute l'Afrique francophone. Et je suis revenu effectivement ici en 2002 comme directeur général de l'entité locale. Alors, c'est quoi le secret pour passer du plus bas de l'échelle, comme vous le dites, vraiment au plus haut niveau, comme directeur général de Citibank en RDC? C'est quoi le secret? L'excellence. Je pense que n'importe qui veut progresser dans une organisation comme celle-là ne peut pas attendre des faveurs. C'est le travail et l'excellence, la recherche du perfectionnement permanent, et toujours appliquer plus que ce qui est attendu de vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes perçu comme étant un actif important pour l'organisation, et c'est comme cela que vous pouvez y progresser et que vous pouvez partager votre influence autour de vous et évoluer dans l'organisation. Donc c'est ce que je dirais moi aux jeunes aujourd'hui qui voudraient progresser dans des organisations de cette nature-là, c'est de vraiment rester sur la pointe du savoir. Donc bien entendu, les entreprises en question donnent un encadrement de formation qui est permanent, mais il faut toujours pousser le pion un peu plus loin. Alors, quelle est la leçon la plus précieuse que vous avez ramenée de cette culture bancaire anglo-saxonne? Écoutez, cette culture, je ne dirais pas, je l'appellerai pas anglo-saxonne, parce qu'on trouve cette culture dans les grandes entreprises, d'où qu'elles viennent. C'est la force des institutions et de la gouvernance. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir et que j'ai essayé et que j'applique d'ailleurs jusqu'aujourd'hui dans toute activité que j'entreprends, c'est d'avoir une culture d'entreprise forte, une culture de l'engagement, une culture de la perfection permanente, de la recherche de la perfection permanente, et un respect de rule of state, donc des règles générales de fonctionnement. Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'on doit retenir quand on travaille dans ce type de grande structure. Et où qu'on aille, qu'on doit essayer de transposer et de ramener. Vous avez parlé du retour au pays, mais après cette longue carrière en international, qu'est-ce qui a motivé votre décision de revenir vous investir durablement dans le secteur bancaire en RDC? Écoutez, je crois que je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais qui est utile ? Qu'est-ce qui peut être utile? Plutôt que ce qui est bon pour moi, c'est plus qu'est-ce qui peut être utile. C'est un appel à retour. Mon appel au retour au pays provient de là. J'ai travaillé comme dans plusieurs pays africains. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, où j'ai vu des disparités sur le développement économique, l'état des systèmes financiers, l'évolution des entreprises, la taille des entreprises, le dynamisme des marchés. Et je rentrais bien entendu très régulièrement ici, puisque j'ai ma famille qui vit ici, mon père travaillait ici, ma mère, donc je rentrais très régulièrement. Et je savais que le système financier congolais était assez loin des standards. À l'époque, il était vraiment un système financier, je dirais, embryonnaire par rapport à ce qu'on voyait dans les autres pays. Et j'ai pensé qu'il y avait un côté devoir de venir rapporter chez moi ce que j'avais appris ailleurs. Donc je pense que j'ai parlé de mon père tout à l'heure, ça doit venir aussi de cette influence que j'ai de lui, qu'il était dans les pionniers de l'indépendance au début
au début de notre nation, et qui nous a tous insufflé cette notion du devoir, de faire quelque chose pour la patrie. Du patriotisme. Le patriotisme. Et je pense que au-delà de cet apport pour le secteur financier qui était mon secteur, il y a eu aussi quelque part cet appel transmis ou transfusé par la famille qui m'a ramené sur le pays. Mais comment vous expliquez les disparités sur le plan économique à travers l'Afrique? Je pense qu'ici, il y a la politique qui est appliquée dans chaque pays par rapport à la prise en charge de son économie, l'encadrement de son économie. L'encouragement de l'initiative privée. Je pense que la RDC, malheureusement pour nous, on est passé sur les 3 dernières décennies dans des périodes de turbulences politiques, sociales et autres, qui ont empêché l'économie de se déployer normalement. Et ça, c'est probablement un très grand facteur de décalage de notre pays par rapport à certains environnements qui n'ont pas connu ces turbulences. Aujourd'hui, nous voyons le pays à une très forte croissance économique, avec des chiffres impressionnants que nous n'avons pas encore vus ailleurs. Mais si nous ne prenons pas au sérieux de renforcer notre gouvernance et nos institutions, nous prenons le risque de ne pas garder ces acquis. Je pense c'est une chose que d'attirer beaucoup d'activités et d'investissements sur base de nos ressources et sur base d'une stabilité conjoncturelle de nos institutions. C'est une autre chose de les garder sur le long terme si ces mêmes institutions ne se pérennisent pas dans une crédibilité forte. En 2013, vous êtes sollicité, Michel Losembe, par la BIAC, alors 3e plus grande banque de RDC, pour superviser aux côtés du régulateur la restructuration et la recapitalisation de la banque. L'expérience de la BIAC, c'était une expérience éprouvante pour vous? Éprouvante, je ne dirais pas. Je dirais que c'était une expérience importante. Parce que dans le souci que j'ai évoqué tout à l'heure de renforcer notre système financier, cette expérience était mue par la motivation de concourir à cela. C'était une institution qui était dans des problèmes de gouvernance, des problèmes institutionnels assez importants. Et le défi de participer à ces restructurations était quelque chose de très interpellant par rapport à l'ensemble du système. Ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que le système financier congolais a beaucoup évolué depuis l'époque. Nous voyons aujourd'hui un renforcement important de l'encadrement des banques, une exigence internationale aussi sur les opérateurs économiques qui évoluent dans ce secteur-là, sur des règles du jeu qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus fortes, et que le genre de difficultés auxquelles cette banque, mais en partie pas que la BIAC en particulier, je pense que beaucoup de banques depuis les dernières décennies ont eu à souffrir de problèmes systémiques liés à la gouvernance et au renforcement des éléments de gestion, et qui font que c'est une tentative, c'est une expérience que j'avais fait avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'engagement. Alors avec le recul, quel regard vous portez sur votre passage à la BIAC? Écoutez, les éléments de réforme, les grands axes des réformes qui ont été mis en œuvre étaient très intéressantes. Donc nous avons eu un concours d'engagement de plusieurs acteurs qui se sont concentrés sur le travail de tentative de récupération de ces institutions, donc qui finalement a connu les conclusions que nous avons connues. Mais c'était une expérience, je pense que c'est un travail indispensable par rapport à une approche didactique sur le système financier, et qui était une espèce de sonnette d'alarme qui fait qu'aujourd'hui, nous avons certainement un système financier plus fort qu'avant.
Alors aujourd'hui, encore, il y a des gens qui sont restés marqués vraiment négativement par cette expérience de la banque, qui disent avoir perdu de l'argent, qui ont beaucoup de regrets. À ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Écoutez, les banques qui ont connu le même type de sort depuis l'indépendance, il y en a presque une dizaine, où malheureusement nous avons à déplorer des pertes de dépôts, des non-remboursements de créances vis-à-vis de ces banques, des difficultés dans les liquidations des différentes institutions qui ont été concernées par ce type de crise, qui ne sont pas propres à la RDC d'ailleurs. Hein. Je peux vous dire que globalement, il y a plus de 5 ou 6 000 faillites par an de banques à travers le monde et dans les pays développés également. Donc ce sont des difficultés auxquelles les entreprises de ce secteur font face et qui nécessitent justement une plus grande connaissance des règles, une meilleure appréhension des risques, un meilleur encadrement des autorités monétaires et des contrôleurs des systèmes financiers pour justement donner les outils aux gestionnaires qui se lancent, aux investisseurs qui se lancent dans ce secteur, de réduire un maximum les risques systémiques ou les risques de gestion que ces entreprises peuvent être confrontées. Donc il existe aussi beaucoup d'initiatives de plus en plus dans le monde où il y a des assurances crédits, les assurances dépôts qui sont imposées aux institutions financières. Je pense qu'aujourd'hui, avec le développement du secteur des assurances en RDC, on va arriver graduellement aussi à proposer des produits qui permettent de protéger les déposants les déposants ou les épargnants dans le système financier. Mais d'après ce que je sais, il y a un accompagnement généralement des autorités monétaires, voire gouvernementales, pour s'assurer que l'impact de ce type de désagrément soit le plus petit possible sur les épargnants. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, quand vous regardez le secteur banquier congolais, est-ce qu'on a tiré des leçons de la faillite de la BIAC pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Oui, je pense qu'aujourd'hui, cet exemple-là, parmi d'autres, parce qu'il y a eu d'autres cas avant et après la BIAC, on sonnait la sonnette d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, le dispositif prudentiel qui est mis en œuvre non seulement internationalement, avec les règles de Bâle 1, 2, 3, et aujourd'hui les différents dispositifs sur les capitaux minimums et l'encadrement de la gestion des risques imposés par la Banque centrale, font que les crises ne manquent pas, mais je veux dire en termes de probabilité, ça devient de plus en plus difficile. Oui, les banques aujourd'hui, sans être le secret des dieux, mais en regardant le système bancaire de manière générale, sont beaucoup plus solides qu'elles l'étaient il y a 10 ans, encore plus solides qu'elles l'étaient il y a 20 ans. Nous voyons aussi que le profil des acteurs qui évoluent dans le secteur bancaire a fortement évolué depuis cette période-là. Nous avons l'introduction dans le système financier aujourd'hui de beaucoup de banques internationales qui sont rentrées et qui ont, de par la taille de leur capital et de par l'expérience de gestion et les procédures que nous évoquions tout à l'heure en parlant de Citibank, amènent dans le système bancaire financier congolais de plus en plus de sérénité et de solidité. Donc oui, il y a une forte évolution depuis l'époque et au meilleur de tous pour l'évolution de cette économie. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez que Grand Témoin reçoit aujourd'hui Michel Losembe, consultant pour les institutions bancaires et financières, près de 30 ans d'expérience bancaire à travers l'Afrique. Michel Losembe est un dirigeant chevronné du secteur. Au cours de sa carrière, il a travaillé de manière approfondie sur les questions de réglementation financière, d'élaboration de politiques économiques et financières, ainsi que sur la gestion et les opérations des institutions financières. Il a aussi présidé l'Association congolaise des banques pendant près d'une décennie. Vous parliez tout à l'heure, Michel Losembe, de la manière dont le profil du banquier congolais a évolué, mais face à la digitalisation, aux nouvelles régulations, est-ce qu'il y a eu une plus-value?
Mais le métier de banquier a connu des mutations énormes depuis surtout sur la dernière décennie, justement. Parce qu'aujourd'hui, un banquier n'est plus seulement quelqu'un qui collecte de l'épargne et qui fait du crédit à l'économie. C'est aussi devenu un gestionnaire de risques. Il doit appréhender tous les types de risques opérationnels, réputationnels, des risques de crédit, des risques technologiques aujourd'hui. Donc un banquier doit devenir pratiquement un spécialiste en technologie, parce que le déploiement des activités financières s'appuie fortement sur les nouvelles technologies, le côté numérique ou digital, le déploiement des produits bancaires. Donc oui, le métier de banquier est devenu un mix entre les connaissances comptables, les connaissances économiques, les connaissances technologiques, et rentrer dans les développements de pointe que permettent la technologie et la numérisation. Donc oui, le métier de banquier a fortement changé, et je suis très admiratif de toute cette nouvelle génération de banquiers qui sont capables de jongler avec toutes ces notions, tout en restant très vigilants sur la gestion des risques. Alors, Michel Losembe, vous êtes l'un des premiers à croire au mobile money. En 2004, vous interrompez votre mandat à Citi pour rejoindre brièvement l'équipe de Mo Ibrahim lors du lancement de Selpay. Parlez-nous de cette expérience. Alors ça, c'était une expérience passionnante, mais peut-être un peu trop tôt par rapport à son temps, parce que nous n'avions pas été très suivis par les marchés à l'époque. Qui étaient encore très hésitants. Disons que c'était pas hésitant, parce qu'on avait très vite l'assentiment des populations, par exemple. Les populations ont cru beaucoup plus vite que les institutions dans la dématérialisation des paiements. Je vous donne un exemple. Quand Selpay a démarré ses activités à Kinshasa, sous l'impulsion de Mo Ibrahim, le propriétaire, qui était le propriétaire de Celtel à l'époque, qui l'a cédé entre-temps. Les achats de airtime prépayés chez les opérateurs de téléphonie, qui étaient à l'époque Celtel, Airtel et Vodacom, enfin Airtel n'était pas encore là, enfin je ne sais plus, Airtel et Vodacom disons, étaient supérieurs aux dépôts bancaires. C'est-à-dire que les gens, pour s'immuniser contre l'inflation et la dévaluation à l'époque du Zaïre monnaie, achetaient du airtime, parce que le airtime restait stable. Et la dollarisation n'avait pas encore fait les progressions qu'elle a connues par la suite. Donc le airtime était considéré comme une valeur refuge. Et le produit Selpay, on appelait ça Selpay Monembo Onababoko, comme était le slogan publicitaire de l'initiative à l'époque, se proposait justement maintenant, en plus d'apporter un produit de protection contre l'inflation et la dévaluation, aussi un moyen de pouvoir se payer l'un l'autre sans avoir à se donner les bons à gratter. Tout à fait. Qui prévalaient à l'époque pour les achats de airtime. Malheureusement, comme il s'agissait de faire appel à l'épargne publique, il n'existait à l'époque aucune réglementation, parce que c'était très précurseur, et pas seulement en RDC. Je pense que l'initiative Selpay était précurtrice en Afrique au sens large. Donc il n'y a pas beaucoup de régulateurs qui s'y étaient penchés, il n'y avait pas de texte. Et j'avais affaire à l'époque à des actionnaires qui préféraient suivre la méthode anglo-saxonne de suivre la loi plutôt que la latine. La différence entre les deux étant que la méthode anglo-saxonne dit que est réputé autoriser ce qui est inscrit, dans ce qui est autorisé par la loi, et les latins disent est réputé autoriser ce qui n'est pas interdit par la réglementation. Donc à l'époque, nous avons choisi de privilégier la mise en place de textes, ce qui a éventuellement ralenti un peu le lancement de cette initiative. Et c'est beaucoup plus tard que les opérateurs de monnaie électronique sont intervenus, après que des textes aient bien été écrits. Donc c'était une expérience très intéressante. Et nous avons dû... elle a été suspendue non pas par la nature du produit lui-même, mais simplement parce qu'il y a eu changement d'actionnaire. Mo Ibrahim, que nous avons évoqué, ayant vendu son affaire
à Zain à l'époque, qui n'avait pas jugé comme prioritaire ce développement. Et je suis retourné à mes pénates à Citibank. Parlons de l'inclusion financière. Vous avez souvent plaidé pour une bancarisation de masse. Mais pourquoi, selon vous, le taux de bancarisation peine-t-il encore à décoller en RDC, malgré, par exemple, le boom du mobile money? La bancarisation est un combat de toujours, toute ma carrière, du moins tout le temps où j'ai pu parler au nom du système bancaire comme président de l'Association congolaise des banques. C'était vraiment un slogan de bataille. Parce que si, en tant que banquier, on veut faire une différence dans une économie, il faut pouvoir toucher le plus de monde possible et formaliser le plus possible l'économie, qui doit se rapprocher de l'économie formelle, pouvoir rassembler les ressources de la dite économie, se mobiliser pour pouvoir financer les activités, bien entendu, des entreprises, mais aussi les grandes activités structurantes de l'économie. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, cet objectif n'est pas atteint. Le système financier actuel est toujours incapable de financer les grands projets, de financer les grandes infrastructures pour lesquelles l'État, enfin l'économie, est de toujours faire appel à des financements extérieurs ou à des partenaires étrangers, à l'étranger, pour pouvoir le faire. Donc ce souci de la mobilisation de l'épargne a toujours été dans mes slogans, heureusement repris par mes successeurs à la tête de l'association bancaire. Et la bancarisation est le point de départ. Aujourd'hui, il faut faire une distinction entre la bancarisation et l'accès au système financier. Aujourd'hui, grâce au mobile money, les portefeuilles électroniques au sens large, comme vous le mentionnez, près de 60% des Congolais ont accès au système financier par la gestion de ces portefeuilles électroniques. Mais seuls 20 à 25% ont un compte en banque classique et peuvent, le cas échéant, mobiliser leur épargne et permettre à ce système financier de participer à cet effet de levier de l'accélération économique dont on a tant besoin pour réduire la pauvreté et se rapprocher des standards économiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un gros effort à faire. Et cet effort part essentiellement, à mon sens, de l'instruction financière, de l'information et de la formation dont nos populations ont besoin. Nous sommes un pays très très grand, plus d'une centaine de millions d'habitants, plus de la moitié au moins de 25 ans. Et malheureusement, on souffre de beaucoup des carences de nos systèmes éducatifs. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement par le gouvernement avec la gratuité de l'enseignement, etc. Mais on devrait donner une attention particulière à l'instruction et la formation sur les produits financiers et l'initiation au fonctionnement des systèmes financiers. Et derrière cela, les banques jusqu'à aujourd'hui, malgré le déploiement spectaculaire auquel nous avons assisté sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, restent encore très désintermédiées. Les banques restent très concentrées dans les grandes villes, sont très peu présentes dans l'arrière-pays, simplement parce que ce n'est pas rentable. Et que les banques sont prises un peu le marteau et l'enclume entre de rester rentables pour rester stables et crédibles, et de l'autre côté, cet appel citoyen qui est de développer leurs activités dans les endroits qui sont peut-être moins rentables ou plus risqués. Il y a un souci aussi d'accompagnement des services publics pour aider les banques à se déployer dans ces endroits-là. Heureusement, aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure ce bond technologique qui fait que avec l'élargissement de l'accès à Internet, l'élargissement de l'accès au portefeuille électronique, nous allons de plus en plus aller vers une plus grande frange de la population et de l'économie qui vont être connectés. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire comparément à même des économies qui sont proches de nous, dans l'Afrique subsaharienne. En RDC, lorsqu'on parle de la bancarisation, d'emblée, on voit l'accès au crédit, on parle de taux d'intérêt très élevés. Vous qui avez une si grande expérience en international, comment vous expliquez ça?
Il faut déjà faire la part des choses entre la bancarisation, que je résume comme l'accès au système financier, pas forcément uniquement aux banques. Tout à fait. Il y a énormément d'institutions financières non bancaires, des institutions de microcrédit, des mutuelles, etc., des institutions d'épargne qui existent et qui font partie du maillage du système financier. Mais il faut faire la distinction entre la bancarisation et le développement économique. Aujourd'hui, l'accès au crédit est un poste clé, est une composante clé du développement économique, de la capacité des entreprises à investir. L'accès est complexe aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, on a parlé tout à l'heure de l'état de notre économie, qui est une économie relativement petite, relativement pauvre. Une concentration des activités économiques sur une frange limitée de la population dans les milieux urbains et dans un certain nombre de secteurs de l'activité économique. Et l'importance de l'informel dans l'économie. La difficulté pour l'accès au financement provient de ce gap entre le formel et l'informel. Parce que bien que le Congolais soit quelqu'un de très résilient et qui ait passé toutes les crises socio-politico-économiques que nous avons évoquées tout à l'heure avec un relatif succès, parce que nous sommes toujours une nation jusqu'aujourd'hui en dépit de tout, mais pour pouvoir se faire, c'est énormément d'économies de subsistance auxquelles nos entrepreneurs individuels ont dû faire face. Et ce manque de structuration et d'organisation font que l'expression d'une demande de crédit, l'expression d'un besoin économique est parfois difficile à matérialiser pour ceux qui en ont la volonté et qui peuvent le faire. De l'autre côté, on a parlé de l'approche du risque que les banques ou les institutions financières ont difficile à encadrer pour pouvoir accompagner des gens qui eux-mêmes ne parviennent pas à se formaliser. Donc nous sommes en fait sur cette zone où on a l'effet de masse qui manque à cause d'une économie qui est pas encore bien structurée. Je dirais, pour faire simple, que pour avoir une économie solide, on a plus besoin d'avoir un nombre important de PME que quelques millionnaires. Je sais que donc dans notre volonté de se développer vite, on a mis très en avant qu'il fallait construire des millionnaires. Mais je pense que même si on mettait 100 millionnaires, mais qu'il n'y ait pas derrière un maillage de PME qui sont capables de rendre cette économie résiliente, même nos millionnaires auront du mal à se développer davantage. Donc je crois qu'ici, il y a un gros travail qui doit être fait, et c'est même un des combats que je mène en ayant rejoint la Fédération des entreprises du Congo, pour essayer quelque part de pouvoir travailler au niveau de la mutualisation de l'effort. Et de l'interpellation ou de l'accompagnement des programmes publics pour s'attaquer à la réduction de ce gap-là et construire graduellement ce tissu économique. En tant qu'acteur majeur au sein de la Fédération des entreprises du Congo, quels sont pour vous les 3 freins majeurs qui empêchent l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise? 1. L'entrepreneuriat qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on a dans beaucoup de nos jeunes, on constate que nous sommes, c'est culturel, qu'on a tendance d'abord à chercher un emploi. Formel. On va être employé dans une entreprise, même si c'est pour y gagner 2 francs 3 sous, on veut être d'abord un employé. On cherche, on envoie des CV partout, on veut être un employé. On n'a pas systématiquement le réflexe de devenir un entrepreneur. Donc, il y a un problème de formation ou d'instruction qu'on a évoqué tout à l'heure, mais il faudrait que nous puissions encourager plus l'entrepreneuriat, numéro 1. Donc, à partir du moment où cet entrepreneuriat est motivé et qu'on atteint un certain niveau d'engouement pour aller vers l'entrepreneuriat, on arrive maintenant aux 3 blocages structurels, pour lesquels vous parliez de l'engagement de la FEC, qui est celui du climat des affaires, qui est un problème qui est très important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde entrepreneurial qui y sont ont du mal à se formaliser, parce qu'ils ont peur de tout
de tous les frustrations et les tracasseries qui accompagnent malheureusement l'entrée dans le secteur formel. Donc il y a un gros travail sur le climat des affaires qu'il faut faire et pour lequel les autorités du pays sont conscientes, d'ailleurs, puisqu'il existe plusieurs canaux d'échange avec le secteur privé, que ce soit la FEC, mais aussi d'autres organismes de la société civile qui se penchent sur la question. L'accès au crédit, on l'a évoqué. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays en difficulté où nous n'avons pas, comme dans certains autres environnements, des entrepreneurs qui sont assis sur du capital et qui peuvent avoir une capacité autonome d'investissement. Cette capacité est assez amenuisée par le fait que nous sommes dans une population assez pauvre. Donc les gens travaillent à flux tendu, si j'ose dire. On n'est pas assis sur une base, sur une forte capitalisation. Donc on est très dépendant de la dette pour pouvoir évoluer. Donc on prend du crédit fournisseur, on tire du crédit où on veut, on va emprunter de l'argent dans les familles, chez les parents, etc. Et on a difficile à avoir accès à de l'argent professionnel. Enfin, aller emprunter dans les banques, on a difficile à cause des limitations que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc ça c'est un des deuxièmes points, le deuxième point, je dirais, qui est très bloquant sur ce développement-là. Le 3, c'est un peu lié aussi au climat des affaires, c'est le problème de la propriété foncière. Donc, le capital numéro 1 dans n'importe quelle économie, c'est la propriété de la terre. Vous avez une parcelle, donc cette parcelle a une valeur, vous pouvez la mettre en garantie pour pouvoir lever des fonds et financer vos activités. Mais si nous avons des difficultés à stabiliser le droit de la propriété. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'efforts au niveau du gouvernement qui se fait. Il y a une nouvelle loi foncière qui vient de passer, et que ça, c'est une préoccupation qui est très, très importante, mais qui fait que, ce que nous avons à foison, qui est notre terre, ne sert pas grand-chose en termes de levier financier, parce qu'on a difficile à stabiliser ces fonds de garantie comme étant, au point de vue juridique simplement, et légal. Donc on a ces freins-là pour lesquels il y a du travail à faire et qu'on essaie de faire évoluer. Bon, et en plus, bien sûr, des différences structurelles, le problème de la formation qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont toutes des réformes au long cours, mais qui, à un moment donné, il faut les initier pour que nous puissions espérer en tirer les dividendes à un moment donné. Alors parlons de cette relation entre le public et le privé. Comment qualifieriez-vous le dialogue actuel entre le secteur privé et les autorités publiques en RDC? Est-il assez productif? En tout cas, la volonté est très forte. La volonté est très forte, à la fait que nous pouvons constater qu'il y a des forums, je l'évoquais tout à l'heure sur la question précédente, qu'il y a des différents niveaux de discussion assez franches d'ailleurs, puisque je fais partie de plusieurs de ces comités où les discussions sont très franches avec les autorités publiques. Et ça va aussi haut que le chef de l'État. Le chef de l'État lui-même, à la présidence de son bureau, a un département qui s'occupe que du climat des affaires. Et un des grands points de conversation dans le climat des affaires tient justement sur cette capacité que le secteur privé et le secteur public d'échanger sur les points d'achoppement. Ça existe, le même type de foyer de discussion existe au niveau de la chef du gouvernement, au niveau de certains ministères clés comme le ministère des Finances, le ministère du Plan. Donc nous avons plusieurs endroits où le secteur privé a accès au public, peut échanger sur des questions parfois très difficiles, et il y a des feuilles de route qui sont mises en place suite à ces conversations-là. Maintenant, il faut passer du verbe à l'action, et c'est là où c'est un peu plus difficile à évoluer. Parce que on est sur on parlait de résilience tout à l'heure, mais elle joue aussi dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a une forte résistance, un fort conservatisme, une résistance à la réforme qui est là, qui est inhérente à notre administration, à notre société, et qui rend très difficile cette tâche. Et malheureusement, moins vite on va dans la mise en œuvre des réformes, moins on est crédible
d'échanges public-privé. Donc voilà, c'est le type de combat que nous prenons à bras-le-corps à la FEC, mais il n'y a pas que. Je suis également membre du Makutano, qui est un grand forum, qui est un grand forum, qui donne la parole très régulièrement au secteur public dans le cadre de ces échanges, donc donne une lumière particulière à ces échanges-là. Avec Madame Nicole Soulou. Exactement. Donc c'est une forme d'interpellation sociétale que nous faisons en permanence avec plusieurs types d'organisations pour porter le message. Ça existe à Kinshasa, mais ça existe également avec des ramifications dans les différentes provinces où l'économie est en train de se développer. On parle du Haut-Katanga, on parle du Lualaba, on parle du Congo central, qui sont des provinces où ce souci d'amélioration du dialogue public-privé existe également et où tous ces efforts sont mis en œuvre. Alors, Michel Losembe, notre émission est en train d'étendre lentement mais sûrement vers sa fin. En termes de conseils à la jeunesse pour un jeune diplômé congolais qui rêve d'une carrière internationale comme la vôtre, quel serait votre premier conseil? Bon, je dirais que dans la foulée de ce que j'ai dit tout à l'heure, le passeport le plus puissant de la réussite, c'est la compétence. Donc, ne vous lassez pas d'apprendre et de vous impliquer le plus possible avec discipline dans vos activités. Parce que le mot-clé, au-delà de la compétence, c'est la crédibilité. C'est le point de départ. C'est ce qui m'a motivé moi-même pour rentrer dans le système, pour développer ma carrière dans le système financier, de rentrer au pays dans une certaine manière. Et c'est ce que je dirais à tous ces jeunes-là. Je fais aussi appel aux jeunes de la diaspora, parce que dans la diaspora, nous avons énormément de jeunes Congolais qui évoluent à travers le monde et qui, quelque part, ne savent pas s'ils viennent pas. Mais je fais appel à eux pour pouvoir, comme dans d'autres environnements, faire de cette force, de cette population-là, une force économique pour venir investir dans le pays et s'investir dans le pays pour aller vers le développement. Alors, si vous aviez tout le pouvoir, par exemple, pour réformer un seul aspect de l'économie congolaise demain, lequel choisiriez-vous? Écoutez, bon, je ne sais pas si je vais dire ça parce que ça fait partie de mes combats actuels, mais je dirais que la consolidation de la gouvernance, de la sécurité juridique et de la crédibilité de nos instances de gouvernance sont le plus importants. Je me focaliserai là-dessus. Si je pouvais faire partie de ceux qui sont à la manœuvre, parce que tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Et nous ne pouvons pas faire des efforts importants dans des secteurs si à la base l'ossature n'est pas suffisamment solide ni suffisamment crédible. Alors, en termes de projets personnels, sur quoi se porte votre énergie aujourd'hui? Quels sont les nouveaux défis que vous vous fixez? Aujourd'hui, bon, je suis à la tête de mon entreprise qui s'appelle Chinou Consulting, qui est une entreprise de conseil. Et je travaille aussi bien avec le secteur privé qu'avec certains projets du secteur public d'ailleurs. Et mon combat est sur ces points-là spécifiquement. Donc d'apporter mon expertise financière dans la structuration d'un certain nombre de dossiers, d'apporter mon entre-gens dans le monde, dans notre écosystème ici, pour pouvoir mettre les gens en connexion et réussir à faire des structurations financières sur des transactions économiques, mais aussi le partage à travers la FEC, donc partager dans le cadre de la fédération sur tous ces efforts d'amélioration de notre gouvernance et la transmission sur la jeunesse dans ma propre famille, mais aussi dans un certain nombre d'initiatives académiques. Jusqu'à une époque très récente, lorsqu'on parlait d'un banquier, on voyait un radin avare comme celui de Mozart, égoïste,
Vous paraissez trop sérieux. Apparemment, quand on vous entend parler, il n'y a que les chiffres qui se cognent dans votre tête. Si on devait vous proposer une musique, Michel Losembe, ce serait laquelle? Quels sont vos moments de détente? De la musique classique. Uniquement? Vous m'avez demandé la musique. Il y a deux musiques que j'aime, c'est le jazz et la musique classique. La musique classique parce que c'est une architecture. Nous avons parlé tout le long de cette entrevue d'arriver de plus en plus à ce qui est carré. Et la musique classique, les symphonies, les grandes partitions sont des modèles d'architecture presque comme des cathédrales. Donc j'admire toujours la structuration de la musique classique. Par contre, quand je veux laisser mon âme vaguer un peu, j'ai quand même été bercé dans la culture noire africaine et l'histoire du jazz qui est liée à celle des populations noires esclaves dans les pays en Amérique, dans l'Amérique du Sud, etc. Fait appel à mon âme et me donne ce côté un peu léger et ce côté identitaire finalement que j'aime bien retrouver. Alors, notre émission est vraiment à sa fin, Michel Losembe. Un message à tous ces millions de jeunes qui vous suivent à travers le pays, à travers le monde. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y en a qui désespèrent, qui pensent que pour la RDC, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il faut aller ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que jamais. Ils doivent faire taire très rapidement cette petite voix qui les décourage. J'ai une très grande foi dans le développement de ce pays. Nous avons tous les ingrédients. Nous avons une terre qui nous est donnée par les dieux avec toutes les ressources qui y sont. Nous avons une grande population de plus de 100 millions d'habitants, dont, on l'a dit tout à l'heure, plus de la moitié à moins de 25 ans. Nous avons une dynamique devant nous. Et vous savez, l'avantage d'être très bas, c'est que quand on touche le fond et qu'on donne un coup de... Quand vous êtes dans une piscine, par exemple, et que vous êtes au fond et que vous donnez un petit coup de pied dans le fond de la piscine, vous remontez à une vitesse VV'. Et nous sommes là. Aujourd'hui, ce coup de pied a eu lieu dans le fond de la piscine et il faut faire partie de cette remontée-là. Mais le pays, sans ses énergies, sans sa jeunesse, sans leur implication, parce qu'il ne suffit pas qu'ils soient là, il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils aient une recherche de perfection, de connaissances et une recherche de la crédibilisation de leur action. Si nous réussissons à faire aligner les planètes sur cette composante qui est plus humaine que naturelle ou technique, alors nous allons réaliser ce potentiel de croissance auquel je crois énormément. Donc non, la jeunesse, ne vous découragez pas, regardez les choses de manière positive et joignez-nous dans le combat. Michel Losembe, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Héron-Mouchige, à la supervision Jean-Marc Matoaki, à la vidéo et à la technique Dieudonné Nyangassa et Esther Mamboté. Vous le savez, vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net ou sur toutes nos plateformes numériques. Mesdames et messieurs, bonne suite et programme sur la fréquence de la paix. Au revoir. Radio Capi, Grand Témoin.